RCF. Bonsoir, ce soir je vous emmène à Lyon pour une émission sur le thème « Vivre avec la fragilité psychique ». Nous sommes dans les locaux de RCF Lyon qui nous accueillent et on a poussé les murs car plus de 70 personnes sont présentes. Parmi elles, certaines attendaient cette émission avec impatience parce qu'elles l'ont beaucoup préparée. Il s'agit des personnes qui fréquentent le PA. Le PA, c'est à la fois une aumônerie et un GEM, un groupe d'entraide mutuelle qui réunit des personnes touchées par la maladie psychique. Ce qui se vit au PA sera donc au cœur de cette émission. Ce sera un peu comme notre matière première pour essayer de mieux comprendre ce que vivent les personnes touchées par la maladie psychique, ce qui est difficile pour elles dans notre société, mais aussi ce qu'elles ont à y apporter. Nous entendrons Yolande et Patrick raconter ce qu'on vit au PA, et puis Alban et Martine qui nous aideront à réfléchir à la manière dont l'expérience du PA peut nous donner des idées pour construire une société un peu meilleure, où la confiance est sa place et où chacun se sente mieux. Mais d'abord, la parole est à Yannick et Arnaud qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est la maladie psychique. Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, Participation et Fraternité. Bonsoir Yannick et Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de donner un peu votre témoignage. Vous êtes tous les deux membres du GEM Les Amis du PA et l'échange qu'on va avoir avec vous, on pourrait l'appeler la maladie psychique pour les nuls. Et si vous avez accepté de parler de la maladie, c'est parce que vous et puis les autres personnes du PA, vous faites l'expérience qu'elle est mal connue, qu'elle est souvent mal comprise, même parfois qu'elle fait peur et vous avez envie que les choses changent et à travers votre témoignage, peut-être qu'on va pouvoir y contribuer un peu. Alors justement, Yannick, ça c'est quelque chose en préparant l'émission qui est ressorti beaucoup de dire l'expérience de la maladie psychique, c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas finalement? Comment ils réagissent d'après votre expérience face à la maladie? Ils sont désarçonnés en général, je pense, par les événements auxquels ils assistent. La perte de la réalité, souvent. Ça peut aller vers des choses plus graves, des délires, des hallucinations, qui sont susceptibles de demander des assistances juridiques. C'est comme un tsunami qui leur déferle dessus, c'est que tout à coup, ils ne reconnaissent plus la personne qu'ils ont en face et ils ont peur de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut se faire à elle-même et de ce qu'elle peut faire aux autres. Et quand je parle des autres, je parle d'abord de l'environnement familial proche. Donc en fait, c'est ça, on connaît plus la personne qu'on connaissait. On connaît plus la personne. Ça veut dire quoi alors qu'il faut réapprendre à la connaître telle qu'elle est maintenant? Il faut attendre qu'elle revienne à la surface. Et ça peut demander beaucoup de temps parce que c'est quand même comme un tsunami. Et puis le tsunami, c'est quelque chose qui peut revenir à échéance. Et là, la maladie, c'est pareil. On peut revenir à la surface et on peut replonger derrière. Et le facteur temps, là, il est très important parce que quelquefois, entre le moment où on sombre et le moment où on va être un peu dans la résilience, il peut se passer beaucoup de temps. Donc, de la part des proches, il y a besoin de beaucoup de patience, en fait. Oui, il y a besoin d'énormément de patience, oui. Arnaud, pour ce qui est de l'entourage peut-être plus lointain des gens en général, comment vous percevez la manière dont la société en général se situe face à la maladie psychique ou réagit en tout cas? Il faut préciser quand même que la maladie psychique est très diverse et parfois elle se voit, parfois elle se voit pas. Parfois on la vit de l'intérieur, mais elle se reflète pas forcément sur nous, quoi. Les angoisses, on peut les cacher, on peut ne pas les montrer aux autres. Donc la réaction des autres va être différente selon le type de maladie psychique qu'on a en fait. Si je vous rencontre dans la rue, effectivement, je ne sais pas que vous êtes touché par la maladie psychique. Est-ce que malgré tout, il peut y avoir des moments où il va y avoir de l'incompréhension de la part des gens en général? Parce que dans certaines situations, il se passe des choses. Oui, moi je sais que ma famille est au courant par exemple, mais elle n'arrive pas à me voir comme malade. Je ne parle pas de ma maladie psychique quand je suis dans ma famille en fait. Et pour vous, ça a quelles conséquences en fait? C'est-à-dire qu'il me voit pas fragile, justement. Alors que je me sens fragile, il ne me voit pas fragile, il me voit capable de faire tout ce que quelqu'un de normal, entre guillemets, peut faire. Et c'est très difficile à expliquer qu'on est fragile.
Sur ce mot de fragilité, vous Yannick, quand on a parlé du titre de l'émission, on a décidé de l'appeler, de parler de fragilité psychique. Vous n'étiez pas tellement d'accord avec ce choix-là. Vous trouvez que c'est un euphémisme en fait? Oui, moi j'ai trouvé que ce terme-là, c'était un euphémisme eu égard à ce que la plupart d'entre nous ont vécu, c'est-à-dire que nous souffrons souvent de troubles psychiques graves, qui sont incurables, dont heureusement, nous avons la possibilité, et ça c'est un long travail, avec les thérapeutes, avec la famille, de pouvoir atteindre une stabilisation, une forme de résilience au bout d'un certain temps. Et là, le mot temps, il est important parce que pour certains, le temps, ça sera assez bref, et puis pour d'autres, ça pourra prendre des années. Mais c'est une maladie très invalidante. Ça demande de notre part un grand travail sur nous-mêmes. Ça demande de bien nous connaître. En plus, je veux dire, du travail qu'on a avec les thérapeutes. Et je dirais pour moi, ce sont des troubles qui demandent beaucoup de courage. Ça, c'est vrai, ouais. Personnellement, je me sens comme un papier buvard, c'est-à-dire que j'absorbe tout mon environnement, négatif ou positif, de façon décuplée, quoi. Donc, j'ai essayé de travailler, c'était pas facile parce que j'avais pas de défense dans le métier que je faisais, qui était très exposé. J'avais pas de défense psychique. Donc la conséquence, c'est qu'à un moment, il faut dire « je ne peux plus travailler ». Voilà, c'est ça. Et ça, c'est difficile à expliquer à ma famille, par exemple, que je ne suis plus en état de travailler. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fais un effort, tu devrais pouvoir ou... On me prend pour un feignant, en fait. Quelqu'un qui veut pas travailler parce qu'il est feignant, quoi. Pas parce qu'il est fragile. Donc il y a un malentendu sur la cause. Donc le travail, ça a l'air d'être un nœud, quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça où les choses sont difficiles et sur lesquels les personnes malades, psychiques, ne sont pas comprises? Pour moi, c'est même le fait de sortir de chez moi, c'est difficile. Le regard des autres dans la rue, que j'interprète à ma façon, qui est pas forcément la bonne, mais c'est mon interprétation. Comment vous vivez ce regard? Qu'est-ce qu'il vous renvoie? Des choses négatives en général. C'est assez difficile à vivre. Sauf quand je vais au pas, où là, je me sens bien parce que je suis avec des gens qui vivent un peu ce que je vis, même si toutes nos maladies psychiques sont différentes les unes des autres, on se comprend quand même les uns les autres. Donc là, je me sens en sécurité, je me sens bien, quoi. Justement, pour continuer d'essayer d'aider les gens à comprendre ce que vous vivez, vous l'avez un peu dit Arnaud, quand vous dites « je me sens comme un papier buvard en négatif, en positif, tout est décuplé ». Enfin, Yannick, est-ce que vous pouvez essayer de nous aider encore à dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quoi, finalement? Même si Arnaud l'a dit, chaque cas est différent. Bon, il y a cette hypersensibilité, cet émotionnel à vif qui a certainement précipité un jour le fait qu'on bascule, puisque on bascule, on va pas dire d'un jour à l'autre, mais d'un moment à un autre dans notre vie. Voilà, il y a un avant et puis il y a un après. Ça demande toujours après un effort quand on est dans une mise en situation avec de l'émotionnel, de l'affectif, parce qu'on sait qu'on va en décharger beaucoup. Moi, je fais de la musique. Je suis en train de préparer un concert. C'est un travail énorme sur moi-même par rapport au trac, parce que voilà, c'est cette hypersensibilité qui ressort. Ça demande un travail aussi personnel sur ces aspects-là. Le fait de pouvoir, au pas, ou entre vous, en l'occurrence, vous sentir compris l'un de l'autre, ça change la donne et c'est important? Oui, très important. Ouais. Et de l'extérieur, du coup, du monde qui n'est pas touché, n'a personne dans sa famille qui connaît la maladie psychique, qu'est-ce que vous attendriez, en fait? Est-ce qu'il y aurait une manière collective dont la société pourrait vous aider à vous sentir mieux, finalement? Je pense que cette manière collective, on la trouve au pas. Donc, avec les accueillants... avec la possibilité que nous avons de construire des choses ensemble. Je pense que là, oui, c'est un lieu où on trouve cet aspect-là. Et du coup, ça vous suffit à vous bâtir malgré tout, ou est-ce que vous auriez envie que ça se passe comme ça partout, quoi? Non, on est quand même réaliste. On sait que le pas, c'est comme une sorte de cocon, en fait, une bulle de sécurité. On sait bien que le monde extérieur ne peut pas être pareil, donc on est obligé malgré tout, d'affronter nos peurs du monde extérieur pour aller faire ses courses, pour aller faire des démarches administratives, etc. On est obligé.
Le pas, c'est un tremplin, plus pour moi. Pour moi, c'est un tremplin qui m'a permis de reprendre de la confiance et de pouvoir retourner dans d'autres groupes où je dis pas que je suis malade, où a priori je pense qu'il n'y a pas de malade. Voilà, de me réinsérer dans le monde normal, entre guillemets. Ça m'a permis de reprendre de l'assurance, de la confiance, oui, c'est cela. Mais bon, c'est au terme, je crois que c'est chacun a une stratégie, enfin, stratégie, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais personnelle pour aussi vivre avec son handicap, pour vivre avec du mieux possible jusqu'à qu'on pense qu'effectivement il y a aucun problème. Mais ça, je crois que c'est le fruit d'un travail quand même qui est, enfin, en tout cas pour moi, c'est le fruit d'un travail qui est assez long. Et justement, cette reconstruction-là, elle passe, on l'a compris, par des lieux comme le pas, mais elle passe par quoi d'autre, en fait? Pour l'instant, pour moi, pas grand-chose à part le pas, puisque je ne vois plus de psychiatre depuis un moment. Enfin, j'ai eu une mauvaise expérience avec les psychiatres, donc du coup, j'ai arrêté. Ça pourrait passer par une psychothérapie, j'y pense parfois, mais c'est un investissement financier aussi. Et on n'a pas des moyens énormes, donc on a à peu près de ses sous, quoi. Non, pour l'instant, moi, c'est le pas qui m'aide. Et puis, j'ai des petites astuces quand même quand je vais dehors. Par exemple, je prends mon MP3 et j'écoute de la musique. Ça m'aide à supporter l'extérieur. Bon, je crois que ici, on a RCF. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la foi. Bon, moi, je sais que personnellement, voilà, ça m'aide, en tout cas. Ma famille, et puis les groupes dont je me suis entourée, que j'ai bien choisis. J'estime maintenant, oui, être plus dans une phase de résilience, de reconstruction, puisqu'il y a eu vraiment il y a eu la déconstruction totale. Hein. Quand j'ai parlé de tsunami, c'est exactement ça. C'est la catastrophe naturelle. Ça vous tombe dessus. On ne sait pas ce qui vous arrive. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en remettre. Et quand vous vous relevez, hop, il y a une nouvelle vague qui arrive. Je pense que se reconstruire, c'est quelque chose de personnel. Bon, on a ou pas un certain nombre de personnes qui peignent très bien d'ailleurs. Hein. Les tableaux sont en vente à la fin de l'émission. Et bon, ils se reconstruisent aussi à travers ça. Je crois qu'il faut une volonté de se reconstruire. Il faut énormément de courage. Et ça, c'est ce que les gens de l'extérieur ne peuvent pas appréhender. Une dernière question qui va peut-être vous paraître incongrue, parce qu'on sent que c'est beaucoup de douleur à vivre, à traverser, de souffrance. Est-ce que malgré tout, dans cette expérience-là qui est fondamentalement douloureuse, il se passe des choses positives? Alors je mets tous les guillemets qu'il faut, hein, mais dans la maladie elle-même, quoi. Est-ce que du coup il y a des choses qui se révèlent de soi? Bien sûr, il y a des choses qui se révèlent, il y a des choses très positives, il y a des rencontres, il y a des lectures, mais il faut quand même pas, enfin, je dirais, moi, personnellement, oublier, on n'est pas maso, on aurait préféré s'en passer, parce que c'est quand même un sacré lot de souffrance. C'est toujours un peu une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, malgré tout. Mais on apprend à se connaître, on est obligé, on apprend à bien se connaître. Et quand on va bien, quand on arrive à être dans la phase de stabilisation, je pense qu'on arrive à savourer la vie peut-être beaucoup plus que ce qu'on l'aurait fait si on n'était pas passé par là. Mais je redis bien, on n'est pas maso, on aurait préféré s'en passer. C'est clair. Merci à tous les deux. Vous avez dit fragile, Anne Carléo, Daniel Massiel. Bonsoir Daniel Massiel. Bonsoir. Vous êtes de l'association Participation et Fraternité et comme à chaque émission vous avez dit fragile, vous me rejoignez pour animer nos échanges avec les personnes du pas, avec qui vous avez longuement préparé cette émission, mais aussi avec tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui dans les studios de RCF Lyon où on est 70. Alors bravo à vous d'être venus aussi nombreux et merci. Après les témoignages de Yannick et Arnaud, tout le monde vient d'échanger en petits groupes et maintenant certains sont prêts à prendre la parole autour du thème « De quoi a-t-on besoin de la part des autres ?» Voilà, alors Nicolas, de quoi a-t-on besoin de la part des autres quand on vit la maladie psychique ?
Alors moi, de par ma maladie, j'ai connu de sérieuses difficultés à rentrer en contact avec l'autre. Et malgré cela, je cherche toujours à préserver un certain échange avec l'autre. L'échange. Alors Louis, tout à l'heure, vous nous partagez que c'est pas si évident. Je suis parent donc de deux enfants qui ont cette difficulté. Et effectivement, je vois que l'échange est un problème important. Tout à l'heure, on parlait de papier buvard. Ça s'applique tout à fait à nos jeunes qui exagèrent leurs réactions facilement. Et il ne faut pas grand-chose pour exagérer. Je dirais presque aussi qu'il ne faut pas grand-chose pour aider. Mais c'est une attention permanente. On peut accompagner, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident et c'est à reconstruire tout le temps, c'est à perfectionner tout le temps. Ça demande beaucoup de confiance et beaucoup d'humilité. Odile, de quoi a-t-on besoin quand on traverse la maladie ? En fait, moi, ce que j'attends, c'est de la compréhension, de l'attention et peut-être un peu de tendresse. Qu'on ne nous voit pas que comme des malades, quoi. Je suis une personne à part entière, j'ai aussi un sens de l'humour, j'aime peindre, j'aime lire, j'aime rigoler, j'aime faire la cuisine. Enfin, je suis une personne à part entière. Et je dirais que la maladie psychique, c'est une partie de ma fragilité. Mais c'est pas tout moi, quoi. C'est pas Odile. Zaya ? On a besoin d'un regard différent, un regard bienveillant, un regard d'amour, de compassion, de générosité. Et surtout de pas de jugement. La personne malade, faut pas la juger. Faut la laisser évoluer avec le temps, avec sa sagesse à elle-même, avec plein de choses qui l'entourent, avec si elle a besoin de soignants, pourquoi pas, si elle a besoin des jeux, essayer d'aller voir ailleurs comment ça se passe, faut la laisser partir, parce qu'elle a besoin d'explorer le monde différemment peut-être aussi, et plein de choses qui sont différentes des autres, faut la laisser faire, et l'aimer, surtout l'aimer beaucoup. Ah bah, je crois que ça va vous rejoindre, René. Vous, ce que vous vouliez dire, c'est l'importance, je crois, des proches. Je me suis marié en 1991. Heureusement, parce que j'ai été surprotégé dans ma vie et ça me pose un problème à l'heure actuelle. Ma femme a quelqu'un qui a une foi extraordinaire, qui est très pratique et qui m'a beaucoup aidé. Malheureusement, elle est obligée de me dire les choses pour que je fasse les choses. J'ai pas réussi à éviter une dépression en 1988. Ma tante m'a récupéré pour que j'essaye de me relever à la suite de la mort de ma mère. Et je suis content d'être entouré par des personnes qui ont des problèmes psychologiques comme moi. Dominique, vous vouliez prendre la parole. Oui, donc je suis Dominique, le vice-président du GEM Les Amis du Pan. D'être ici, ça m'a évoqué cette pensée. C'est qu'en fait, on a très peu d'exemples de gens qui ont guéri de maladies psychiques. On n'a pas d'exemple de personnes qui médiatisent leur guérison. On a l'impression qu'en fait, quand on a guéri d'une maladie psychique, on doit rester discret de ça. Pierre voulait réagir également. Oui, moi j'ai été frappé par la première partie de l'émission parce que j'ai ressenti une grande émotion à l'intérieur. Et je pense que cette émotion est due au témoignage de vérité, un témoignage profond. Ce témoignage m'a mis en évidence ce sentiment d'isolement que provoque la maladie. Et je dirais que ce n'est pas propre à la maladie psychique. Beaucoup de maladies chroniques entraînent un enfermement sur soi par rapport à l'extérieur. Donc je pense qu'il faudrait soigner l'extérieur. Merci. C'est Jacques ici et comme plusieurs d'entre nous ici, je suis bénévole à l'UNAFAM, qui est une association qui soutient, aide les familles dont un proche est atteint par la maladie psychique. Ce que je voudrais dire en réaction par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est que nous, notre vocation essentielle, c'est d'offrir aux familles, aux aidants, un soutien par des groupes de parole, par des formations au long cours, parce que cette maladie ne s'arrête jamais. Alors on a entendu des témoignages extraordinaires, mais il y a tellement de nos enfants à nous qui sont incapables de s'exprimer, de trouver des mots pour dire, comme on a entendu tout à l'heure, que je voulais aussi le dire. Notre conviction profonde, c'est que nous, quand on aide les familles à dominer ces situations de tsunami aussi, on utilise le même mot, en particulier au cours de la première hospitalisation, qui est souvent dramatique dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'il y a souvent les gendarmes, etc. Et nous, on dit que si on aide les familles au long cours, de façon pratiquement automatique, nos enfants vont mieux.
ils sont aussi angoissés par notre angoisse. C'est-à-dire que, et si nous, on arrive à leur montrer un visage apaisé, à avoir avec eux une tendresse qui continue, qui s'exprime, ben, eux aussi vont mieux, ils vont trouver un apaisement et ils iront mieux. Vous avez dit fragile? RCF. Depuis le début de cette émission, on parle du pas, puisque c'est avec ce lieu et ceux qui le peuplent que nous avons préparé cette émission. Par bribes, chacun a déjà sans doute pu saisir un peu de ce qui s'y vit, mais avec Patrick et Yolande qui m'ont rejoint au micro, on va essayer d'en savoir plus. Alors bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de nous parler du pas, qui est pour vous un lieu important. Alors Patrick, on commence avec vous parce que vous êtes Monsieur le Président, vous êtes le président de l'association Le Pas. Vous aimez pas qu'on dise ça parce que ça distingue et c'est vraiment pas l'esprit du lieu. Je préfère accueillant. Alors justement, accueillant, ça veut dire bénévole en fait, oui. dans le langage du Pas. Yolande, vous, on dit que vous êtes une accueillie, c'est comme ça qu'on dit au Pas. Une adhérente si on veut. Adhérente. Ouais. Mais si j'ai bien compris, au Pas finalement, il n'y a pas vraiment de frontière entre accueillis et accueillants, et c'est un peu ça aussi qui fait l'originalité. Ouais, on est tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de différence, non. Patrick, quelle est l'histoire du Pas? Ça commence quand et comment? À l'origine, c'est une émanation des aumôneries des hôpitaux, qui, en accord avec les chefs d'établissement, ont voulu que les patients se rencontrent hors hôpital. Pourquoi? Pour les changer de leur cadre habituel où ils étaient sans arrêt avec les professionnels de la santé et pour qu'ils se rencontrent entre eux. Et puis après, c'est devenu aussi ce qu'on appelle un GEM. Alors ça mérite peut-être une petite explication. Qu'est-ce que c'est qu'un GEM? C'est un groupement d'entraide mutuelle, donc c'était à l'initiative de l'État pour que des gens, ça se monte en association et que des gens puissent se rencontrer aussi dans des lieux hors hôpital et qu'ils puissent dialoguer, faire des choses ensemble, etc. Alors, Yolande, qu'est-ce qu'on fait au Pas? Vous, qu'est-ce que vous y faites? Le lundi matin, il y a une séance de Qigong. Et puis, au repas, il y a un repas bio. Ensuite, le mardi, il y a un repas à midi. Et le mardi après-midi, on a des sorties dans la ville. En principe, on va au musée ou même on joue aux boules. Le mercredi après-midi, il y a la peinture. Et le jeudi, on se retrouve vers 10-11 heures. On décide du menu ensemble. On va au marché, on fait les commissions et on revient, on confectionne le repas tous ensemble. C'est un moment de convivialité qu'on privilégie entre nous. Il y a une chorale et puis il y a des sorties le deuxième dimanche du mois dans les alentours de Lyon. Comment ça marche? Vous participez à tout ça ou vous choisissez dans les activités? On peut choisir, donc on est libre, on peut venir à telle activité ou à une autre. On n'est pas obligé de tout faire, donc chacun choisit en fonction de ce qu'il ressent, quoi. Et vous, quel est le moment que vous préférez dans la semaine au Pas? Moi, c'est le jeudi après-midi. On discute entre nous et puis il y a le moment où on va au marché, on fait les courses et on prépare le repas ensemble. Et puis principalement, j'aime bien quand on se retrouve dans le petit salon et qu'on discute entre nous, chacun peut dire ce qu'il a sur le cœur, essayer d'aider les autres par la parole. Patrick, vous, quel est le moment de la semaine que vous préférez au Pas? Alors moi, je viens souvent le lundi, mais j'essaye de venir les autres jours pour pas perdre le contact avec certaines personnes. Mais le lundi, c'est un moment assez convivial parce qu'ils sont très peu nombreux. Ça augmente là, tout d'un coup, on a une quinzaine de personnes, si vous voulez, qui viennent le lundi, mais ils parlent davantage le lundi que les autres jours. Je ne sais pas pourquoi, ils se confient beaucoup plus entre eux, ils parlent de leur maladie. Il y a un échange qui est très intéressant et qui apporte beaucoup. Alors, dans ce que vous dites, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est convivialité. Ça, c'est un peu la marque de fabrique du lieu, c'est quelque chose d'important? Ouais, c'est très important parce que on a chacun eu notre parcours de fragilité. Donc, quand on se retrouve, on est ensemble et puis
on a à peu près eu les mêmes problèmes de psychiques, donc on peut communiquer plus facilement et puis dire ce qu'on a sur le cœur. Moi, ce qui me frappe, c'est leur tolérance entre eux. Ils ont chacun des maladies différentes, mais ils l'acceptent et ils partagent. Le pas, c'est l'accueil, c'est sûr, parce que on peut venir quand on veut, on peut partir quand on veut, il n'y a pas d'obligation. C'est l'écoute de l'autre, mais sans juger, sans vouloir savoir à la rigueur quelle est leur maladie. Ça nous intéresse, à la rigueur pas. S'ils veulent m'en parler, ils m'en parlent, mais c'est pas ça qui fait le lien, je veux dire. Et puis ils sont d'une tolérance. Moi, chaque fois, je suis émerveillé, et chaque fois que je pars du pas, je me dis, je suis heureux. Ils m'ont apporté beaucoup. Yolande, vous, qu'est-ce que ça vous apporte de vivre Moi, tout ça? personnellement, je suis bien contente d'avoir trouvé un lieu comme le pas, parce qu'avant, j'étais tout le temps hospitalisée, et quand j'étais pas hospitalisée, je retournais encore faire des activités à l'hôpital, donc j'en avais un peu ras-le-bol. Je me suis dit, il faut que je sorte de cet engrenage de l'hôpital, donc j'ai entendu parler du pas. Et puis, je suis venue et depuis, je ne suis plus hospitalisée. Je vais au pas et je vais mieux. Je fais beaucoup d'activités avec le pas. À la fin de l'année, on a des voyages. On part 2 jours, des fois dans le sud ou ailleurs. On part à la mer. Quand on part à la mer, c'est le seul moment où je peux partir en vacances. Mais elle reste 2 heures dans l'eau, on peut plus l'enlever. C'est le seul moment où je peux partir en vacances parce que, bon, avant, j'avais une vie très remplie où je voyageais beaucoup, où j'allais de gauche à droite. Maintenant, en ayant très peu de moyens, je profite de ce moment-là pour me détendre, pour être avec les amis du pas. Ce que vous décrivez là, en fait, par exemple, faire de la peinture, de chanter, faire du qigong, ou les activités, finalement, on se dit que vous pourriez les faire ailleurs, peut-être dans un centre social, ou dans une MJC, ou une association. Pourquoi c'est au pas que vous voulez faire ça? Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah oui. Je peux vous dire que je fais partie de 3 autres associations. Je fais d'autres activités ailleurs, mais j'ai besoin d'aller au pas. On me comprend bien, on me juge pas. C'est pas comme ma famille qui me dit oui, mais tu fais plus rien maintenant. Avant t'étais très active, maintenant t'es là, tu dors toute la journée, tu fais rien du tout. J'ai dit, c'est pas que je fais rien, mais j'ai changé. Je n'ai plus la même vie qu'avant. Et ça, au pas, vous n'avez pas besoin d'expliquer, les autres comprennent. Au pas, on n'a pas besoin d'expliquer. Et les accueillis, justement, comme Patrick, qui a priori n'ont pas forcément connu, eux, la maladie psychique, ils comprennent aussi bien que les autres? Oui, ils comprennent très bien, ouais. Et est-ce que c'est important que, justement, qu'il y ait aussi ces personnes-là qui ont une histoire différente de la vôtre, mais qui partagent avec vous ce lieu? Oui, c'est comme si on était à l'extérieur avec des personnes qui travaillent normalement. Mais eux, ils sont là, ils nous jugent pas, ils nous disent pas, oui, toi, t'es malade, ils nous prennent comme on est. Patrick, comment vous concevez votre rôle d'accueillant? J'essaye de vivre avec eux comme je suis avec les autres. C'est-à-dire que bon, j'ai un peu d'humour et puis j'essaye un peu de les faire rire. Ils adorent rire. Je veux dire, je vois pas pourquoi j'aurais une différence dans mon regard par rapport à eux, à quelqu'un d'autre. Et quand je viens au pas, je me dis, je vais pas voir un malade, je dis, je viens voir des amis. Je viens voir des gens avec qui je vais discuter, avec qui je vais partager un repas. Et pour moi, c'est important parce que si je me mettais à les considérer comme malades, je rentrerais dans leur jeu et je ne les sortirais pas de ce pourquoi ils sont venus au pas. Ils sont venus au pas pour vivre quelque chose d'autre, être bien entre eux, de parler, de se confier s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Il y en a qui sont muets, qui parlent pas de la journée. Et personne ne va leur reprocher. Personne ne leur reprochera. Et on va les... Bon, j'allais dire, on va écouter ceux qui parlent pas. Mais je veux dire, on va être attentif à cela, vous voyez, parce que en réalité, il faut pas qu'ils se retrouvent comme s'ils étaient à l'hôpital ou qu'ils aient un regard
de personnes d'un milieu hospitalier sur eux. Merci de votre témoignage à tous les deux. On peut pas en 10 minutes comme ça épuiser ce que vous vivez. Puis je pense que c'est difficile de mettre des mots. C'est vraiment une expérience. Mais en tout cas, merci de nous en avoir partagé, fait partager un peu. Merci. Vous avez dit Fragile, une coproduction RCF, Participation et Fraternité. Après avoir entendu les témoignages de Patrick et Yolande, les personnes présentes ici à RCF Lyon ont pu échanger une nouvelle fois en petits groupes et certaines sont prêtes à prendre la parole pour témoigner de ce qu'elles vivent. Alors pour certaines au pas et puis pour d'autres dans d'autres lieux. C'est votre cas, Zaya. Alors vous allez nous parler d'une expérience un petit peu originale et qui a à voir avec la radio. De quoi s'agit-il ? Oui, en effet, c'est un atelier radiophonique qui a lieu à la MDU, à la Maison des Usagers de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors, c'est un atelier qui s'appelle Au fil des voix. C'est un atelier radiophonique avec des patients qui ont fréquenté ou qui fréquentent encore l'hôpital. Et donc, c'est une mission qui a lieu tous les 15 jours dans les lieux de la MDU. Et chaque trimestre, on prend un thème. Le dernier thème qu'on a fait, c'est sur la joie. L'émission a eu lieu le 10 janvier sur Radio Pluriel à Saint-Priest, où chacun amène sa part de ce qu'il pense, de ce qu'il a envie de voir réaliser dans la radio, et on se met tout ça en commun. Alors c'est un atelier animé par Véronique Macari, qui est ici présente. Alors elle nous a appris à faire des interviews, à poser un peu la voix, ce que j'ai du mal à faire par moment, et donc à faire des interviews, à travailler avec la voix, avec le corps, avec des gestes, pour se mettre un peu en forme et essayer d'appréhender la voix différemment qu'on a l'habitude de le faire. Voilà, c'est une mission qui est très sympa à réaliser chaque trimestre, à Radio Pluriel. 11.5. Voilà, la pub pour la concurrence, 91.5. Mais on ne peut la capter qu'à Lyon. Alors, vous avez dit, Zaya, que l'émission, c'est une fois par trimestre, mais vous la préparez pendant, du coup, tout un trimestre ? Pendant un trimestre, tous les 15 jours, on se voit, dans la MDU de 15h30 à 17h30, on se voit, on se rencontre et on parle du sujet, on essaie d'élaborer tous les sujets un par un, et après, on tout met ça en forme. Ça, c'est travaillé par Mme Macari qui s'en occupe, qui met l'émission en boîte, comme on peut dire, et après, on la présente à Radio Pluriel une fois par trimestre. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de vivre cette expérience-là ? Moi, en fait, j'avais un peu du mal avec la parole. Pour tout vous dire, j'avais même une orthophoniste parce que je parlais un peu trop vite. Et avec ça, je suis arrivé à poser un peu ma voix et à être un peu mieux, en fait, avec tout ça. Et ça va, j'arrive un petit peu à être fier de moi. C'est déjà pas mal. Et voilà, quoi. Là, je suis arrivé à parler de moi, des problèmes que j'ai eu rencontrés par le passé, où j'étais malade un petit peu psychiquement. Et là, actuellement, j'arrive à vivre avec, très bien dans ma famille, avec les miens, et à pouvoir vivre, on va dire normalement, c'est un sujet que j'aime pas trop dire normalement, mais à vivre décemment et bien, être heureuse, vivre bien. Merci Zaya. Merci moi. Alors, Laurent, vous fréquentez le GEM Gemini. Je fais partie de ce GEM depuis plus de 3 ans. C'est un GEM qui est ouvert tous les jours, sauf le jeudi, même les jours fériés. Et qu'est-ce que ça vous apporte de fréquenter ? Déjà, au départ, c'était pour remplir l'isolement, parce que j'habite tout seul dans une résidence avec Horloge. Pour ceux qui connaissent Horloge, c'est une association qui propose des logements. Pérenne d'ailleurs, où je pourrais rester le temps que je voudrais, voilà, parce que je suis passé par d'autres associations, mais où je ne pouvais rester qu'un certain nombre d'années. Et j'ai 2 lieux qui me permettent de rompre l'isolement, la résidence où j'habite, parce que j'ai la chance de connaître mes voisins. Bon, on a tous une maladie psychique, mais on se connaît tous. Et moi, je suis quelqu'un qui communique assez facilement, qui aime bien avoir du monde assez souvent dans la journée. Et puis le GEM me permet de faire des activités aussi pour un coût modique, parce que le GEM participe financièrement quand on fait une sortie au cinéma ou une sortie au bowling. Donc voilà, en sachant que la plupart des gens sont sous curatelle, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent justement à mettre pour des activités. Dans ces associations aussi, ça nous permet d'accéder à Culture pour tous. Ça permet d'assister à des spectacles qui sont entièrement gratuits. On doit juste prévenir par téléphone 48 heures à l'avance, la plupart du temps, pour confirmer qu'on assistera bien au spectacle. Et moi, en fait, j'ai des affinités avec certaines personnes de GEM Gemini et on fait aussi des choses ensemble à l'extérieur. Merci.
Je fais partie d'une association depuis 12-13 ans et cette association, c'est SOS Amitié, qui est une association d'écoute téléphonique 24 heures sur 24. J'ai cru comprendre, et je suis certain, que le PA, l'UNAFAM et un certain nombre d'autres associations sont des associations absolument remarquables. Mais manifestement, elles ne doivent pas suffire, eu égard au nombre d'appels incroyables que nous recevons de malades psychiques, en particulier en soirée, le week-end et les jours de fête. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, et pourtant je suis certain que c'est une souffrance qui est omniprésente, c'est le mot solitude. Je ne sais pas si ceux qui souffrent de maladies psychiques souffrent également de solitude, mais j'en suis convaincu, eu égard au nombre d'appels qui en témoignent. Donc je pense qu'on n'est jamais assez nombreux pour aider les malades psychiques. Il y a Franck de Relais Lumière Espérance. Qu'est-ce que ça apporte, Relais Lumière Espérance, à ceux qui fréquentent ? Alors, nous sommes parents de malades psychiques et dans notre petite association de 30 personnes, en fait, nous sommes 1000 sur la France, un peu comme l'UNAFAM. Nous sommes tous des anciens de l'UNAFAM et après donc des années de groupe de parole. Nous avons besoin d'une dimension plus spirituelle. Donc, grâce à nos réflexions sur l'Évangile, nous arrivons à mieux accepter nos enfants tels qu'ils sont, à mieux les aider, à discuter avec les médecins, trouver les bonnes structures, les aider matériellement quand un petit coup de pouce comme ça pour démarrer dans la vie active. Et puis entre nous, on se soutient, on devient de très bons amis. Quand on commence nos réunions, ceux qui veulent donnent des nouvelles des enfants. On ne discute pas, simplement, dans notre cœur, on prie pour eux. Voilà, on les présente à Dieu. C'est très profond ce qu'on vit et ce qu'on regrette un peu, c'est qu'on soit qu'un seul groupe sur Lyon, alors que 10% de la population française est concernée par le handicap psychique. Voilà, c'est un appel. Merci. Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne Kerléo. Dans la dernière partie de cette émission, nous allons partir de l'expérience du PA et regarder ce qu'elle a à nous apprendre sur notre manière de faire société et en particulier sur la possibilité de construire une société de confiance où la fragilité serait respectée. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur les témoignages d'Alban et de Martine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être à ce micro. Tout d'abord, pour vous, l'expérience de la confiance, enfin si je vous dis confiance, c'est quelque chose qui colle avec le lieu qu'est le PA ? Oui, tout à fait, ça colle tout à fait. Tout simplement parce qu'on a tous un point commun qui est bien connu, on en a parlé. Donc on est à l'aise en fait, on est à l'aise et du coup la confiance elle vient spontanément. Alban ? On a eu le même vécu, ce qui fait que par rapport aux gens qui n'ont pas eu ce vécu, de cette maladie, on n'a pas besoin d'en parler, mais on comprend, quoi. Et pourquoi c'est si important la confiance ? Enfin, qu'est-ce qu'elle permet ? Sinon, on serait totalement isolé. Parce que dans la vie de tous les jours, je vais pas dire à mon boulanger que c'est une maladie, j'essaie de vivre normal. Même les proches familles ne comprennent pas, même qu'ils savent, quand même se sont invités, ils ne comprennent pas, parce que c'est quand même une maladie assez inexplicable, vu que elle est quand même ressentie différemment. Elle est comme les empreintes digitales, il n'y a pas la même empreinte. On réagit totalement différemment. Mais on sait qu'on est passé par des souffrances similaires, qui sont exprimées différemment. Mais quand vous dites sinon ce serait l'isolement, pourquoi c'est important pour vous d'être en lien avec d'autres, justement, de ne pas être isolé ? L'homme peut pas vivre tout seul, c'est dans notre nature. Moi, personnellement, j'ai la chance de pouvoir encore du moins s'offrir de la solitude que les autres, vu que j'ai une activité, une passion qui me permet de partir ailleurs, de décoller des pieds sur terre. Mais justement, c'est dangereux. Et c'est quoi cette passion ? C'est la peinture, mais je suis pas le seul à l'avoir. Nous sommes plusieurs les mercredis à faire des belles choses.
Et vous êtes venu d'ailleurs avec un carton. Je suis venu avec un carton dans lequel il y a 3 œuvres, une de moi et une de 2 personnes qui sont là, Cécile et Nicolas. On en parlera tout à l'heure. Martine, vous partagez ce que dit Alban sur l'isolement, le fait qu'on ne peut pas vivre seul ? Seul, on est dans l'insécurité, la confiance, les autres nous apportent la sécurité. Donc seul, on est prêt à tomber, quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai que au pas, on trouve un petit peu cette sécurité, ce confort. Et petit à petit, on reprend confiance en soi. Et dans le monde normal, avec les autres, ça revient tout doucement. Vous avez, on comprend, c'est un peu ce que disait Yannick au début, c'est-à-dire que c'est une histoire de temps, que ça se fait dans la longue durée. Vous avez vécu cette expérience-là de partir de quelque chose de très douloureux pour arriver petit à petit à reconstruire? C'est un très long cheminement. C'est vrai que les premières hospitalisations sont extrêmement mal vécues parce qu'on s'y attend pas. Ça démarre avec les pompiers, enfin c'est dramatique. On passe des années à refuser ce qu'on est. Il est hors de question qu'on soit malade psychique, on refuse les traitements, on les arrête, on est tous passés par là. Et puis au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on se rend compte qu'il faut vivre avec, qu'il faut s'adapter. Et on accepte. À partir du moment où on a accepté, on vit mieux. Mais les premières années, c'est impensable, quoi. C'est intolérable. Et la confiance, justement, que vous pouvez avoir dans les autres, en l'occurrence au PA, contribue à ce cheminement-là? Oui, bien sûr. On a un tas de personnes avec des caractères très variés, des tempéraments différents, des cultures différentes. On a énormément à échanger dans la confiance et ça apporte beaucoup. Alors vous dites que ce qui permet... L'affectivité qui joue énormément aussi. Qui est ce que je cherche au PA, c'est donner de l'affection et en recevoir. Et le PA, cette particularité, c'est que elle est parrainée par une aumônerie, ce qui fait que ça mélange des gens qui sont très croyants, très pratiquants, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et c'est juste, ça fait un très très bel équilibre. Il y a déjà la tolérance dans la fabrication du PA. Ah oui, donc ça c'est une clé aussi. C'est une clé, ouais. Et justement, si je vous entends bien, vous dites que ce qui permet la confiance, c'est l'expérience commune de la maladie. Ouais. C'est le fait qu'il y ait cette diversité-là qui encourage à la tolérance. Est-ce qu'il y a encore d'autres clés, d'autres points qui expliquent que dans ce lieu-là, il y a cette confiance-là? On y mange bien. C'est important. C'est revenu tout au long de l'émission. C'est revenu parce que je sais que ça nous a fait rire tout à l'heure. Non, je crois que c'est... Il y a des échanges, les échanges ne sont pas forcés. La liberté, donc aussi. Il y a la liberté de venir. On repasse cette qualité dans le milieu médical ou dans d'autres milieux. C'est bien. On est entre nous. Entre parenthèses, entre nous, les malades, on est entre nous. Il y a une communication tacite qui se fait sans parole. On se comprend d'emblée. On se comprend. Ouais. On peut pas avoir une conversation comme ça avec quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'est la maladie. C'est tellement difficile à expliquer. On a du mal à s'expliquer soi-même déjà. Alors... Parfois, on se comprend pas soi-même. Voilà, c'est ça. Non, c'est... Martine, pour vous, il y a d'autres clés qui expliquent que cette confiance-là puisse se tisser ou pas? En fait, à partir du moment où on a pris conscience qu'on a tous eu un très très long cursus, on en finit par le regarder un peu avec humour. On se dit, on revient de loin, tout ce qu'on a vécu, comme si on était des anciens combattants quelque part. Donc, on s'en est sortis. Voilà. L'humour serait aussi une clé. Oui. Et alors, est-ce que en dehors du PA, il y a d'autres lieux dans la société où vous pouvez aussi faire l'expérience de cette confiance-là, peut-être dans des formes différentes, mais ou alors est-ce que vous trouvez que la confiance, elle est difficile dans le reste de la société en général? Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une famille où ça a été très bien accepté. Je suis pas du tout isolée, donc je souffre pas à ce niveau-là, quoi. Moi, je n'aurais pas dans un autre cadre où j'aurais pas en face de moi des gens comme moi, tenir comme Martine ou je vais pas citer tous les noms parce que je pense que la force du PA, c'est justement des gens comme nous, des fragilités psychiques qui se gèrent. C'est les accueillis qui décident au PA. Et c'est très important.
on nous demande ce qu'on veut faire et c'est très bien de décider. On décide où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, quel jour, comment. Voilà, c'est très 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 important. Le contraire parce qu'on bien sûr, enfin comme moi, il y en a d'autres ont des soins dans les CMP, c'est le milieu médical, c'est droit, c'est lourd. Tandis que là, c'est léger aussi. C'est léger. Ouais, on y va quand on veut. Enfin voilà, c'est vraiment c'est très important. Merci de votre témoignage à tous les deux. On va poursuivre l'échange avec les autres personnes qui sont là. Et puis on n'oubliera pas, en fin d'émission, pour faire une belle conclusion, d'ouvrir le carton où sont les 3 œuvres, dont une de vous, Alban, et puis 2 autres. Et aussi de Nicolas et Cécile qui viendront donc parler de leurs œuvres aussi, parce que aussi ce sont des artistes. On vous redonne la parole donc tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez dit fragile ? RCF. Et nous sommes à Lyon pour une émission sur le thème Vivre avec la fragilité psychique. Pour terminer notre échange, nous nous interrogeons sur la manière de construire une société de confiance à partir de l'expérience vécue par les accueillants et les accueillis au PA, Aumônerie et GEM, groupe d'entraide mutuelle à Lyon. Alors après avoir entendu les témoignages de Martine et Alban, chacun ici a pu échanger. On a pu échanger de nouveau en petits groupes et certains sont maintenant prêts à prendre la parole à leur tour. Daniel. Alors, il y a Renée qui doit être la doyenne du PA. Alors, je ne veux pas lui demander son âge, elle est encore très jeune, mais c'est quand même notre doyenne. Renée. Alors, je suis une sœur du Prado et je viens au PA depuis 15 ans. J'y suis rentrée par la petite porte pour aider à éplucher les pommes de terre. Et depuis, l'amitié, la confiance ayant grandi entre les accueillants et les accueillis, je suis aujourd'hui accueillie et accueillante. Le PA est une aumônerie, mais ce n'est pas un lieu où on vous invite à une vie spirituelle si vous n'en avez pas envie. La liberté sur ce plan est totale. Mais en même temps, on a l'occasion, pour ceux qui le désirent, de découvrir une vie de foi et de l'alimenter. C'est pour cela qu'à Pâques et à Noël, chaque année, on vit une célébration où la plupart participent. Merci. Cécile, vous vouliez partager un peu vos impressions ? À propos de l'hypersensibilité, si on est hypersensible, c'est que l'on peut capter aussi chez l'autre ses qualités ou ses blocages et que l'on peut arriver à les accepter et les aimer aussi. C'est pour ça qu'on vit en grande harmonie ensemble et en grande fraternité. L'expérience de la maladie vous a permis de développer cette sensibilité. Voilà, exactement. D'être à l'écoute et de les accepter tels qu'ils sont. D'être bienveillante. Enfin, moi, je suis donc une maman, mais je voulais dire, quelqu'un dit que d'être malade, ça augmentait l'humanité. Ça augmente aussi l'humanité des accueillantes. Et je pense que ça augmente aussi l'humanité des parents et de ceux qui sont proches. On est aux limites. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on est plus humain, non seulement peut-être avec notre enfant, je ne sais pas, mais avec les autres. C'est le plus important. Florence, vous vouliez réagir ? Oui, ça m'a fait penser en fait à ce que nous apportait, ce qu'on pouvait apporter dans notre vie. Donc en couple, si on est en couple, on a l'amour. Si on a une famille proche ou des proches qui nous aident, ça peut nous apporter la tendresse. Bon, moi, je vais au centre sportif de l'hôpital, ça m'apporte la confiance en soi. Le CATTP, ça m'apporte la discrétion, parce que je peux dire des choses que je ne dirais pas ailleurs. Et la peinture et le cinéma, ça m'apporte la mixité sociale et la création. Je propose, pour terminer l'émission, comme on l'a promis tout à l'heure, que Alban et ses 2 amis peintres qui vont se présenter viennent nous présenter leurs œuvres. Alors, il y a un carton ici, chacun devrait y retrouver la sienne. Qui se lancerait à décrire, peut-être, avant que Cécile parle de son œuvre, qui se lancerait à la décrire ? Moi, je vois l'océan, du bleu, ouais. Moi, je vois des bleus, parce qu'on n'est pas une seule facette, on est plein de facettes, et voilà. Avec un petit peu de rose pour adoucir tout ça.
un oiseau qui vole. Secoué par les vents, les vagues et tout ça. Alors Cécile, ils ont commencé un peu votre travail. Est-ce que vous diriez un peu les mêmes choses de votre œuvre ou autre chose? Moi, je dirais simplement que j'ai besoin du mouvement pour m'exprimer, pour exprimer mes émotions. Je travaille surtout avec des formes telles que les vagues ou les plumes ou des formes végétales, oui. Donc là, ce sont les vagues. Ça me permet donc d'exprimer ce que j'ai à dire. Et là, le thème de la couleur bleue exprime pour moi la paix intérieure. La peinture, pour vous, est venue avant la maladie ou en cours de route? Elle est venue avant la maladie. J'ai beaucoup peint à une certaine époque, mais je ne faisais pas du tout ce genre de travail. Je travaillais à partir de modèles que je recopiais, tandis que là, je travaille spontanément. Je n'ai pratiquement pas de modèle ou très peu de modèles et je travaille spontanément. Merci. Bonsoir, donc moi c'est Nicolas, je suis au GEM depuis maintenant 2 ans. Pendant toute ma vie j'ai fait beaucoup de dessins et ça fait 2 ans que je fais de la peinture. Et là donc c'est une œuvre que j'ai faite il y a à peu près 5-6 mois. Et cette œuvre est exposée au pas et je suis contente d'avoir un peu une explication. On voit des gens attablés, un café, et je serais contente que vous expliquiez un petit peu ce que vous voulez faire passer. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une photographie, c'est une toute petite vignette qui était dans un géo de 1986 sur l'Écosse. Donc c'est un pub en Écosse. Donc dans les peintures que je fais, je travaille beaucoup sur ma mémoire, sur mes souvenirs. Et donc ce géo, quand j'étais jeune, il m'avait touché et donc j'ai voulu travailler sur ce sujet. Et puis j'aime beaucoup, je prête une grande attention au visage et aux expressions. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur la lumière, les contrastes. Bravo. Et alors on va terminer avec Alban. Est-ce que quelqu'un aurait envie de dire ce qu'il voit sur l'œuvre d'Alban ? Les deux côtés de la personnalité, l'oiseau rouge et l'oiseau blanc. On est une personne malade, mais aussi une personne normale. Alors c'est un tableau que j'ai pris exprès parce qu'il n'est pas fini. Je suis en train de travailler. Alors je vais vous expliquer à la base. Il va s'appeler Amour et chocolat. C'est pour ça qu'il y a tous ces tons, un peu caramel. C'est une colombe. Alors là je vais laisser le cru du tableau exprès, parce qu'elle est pure. C'est le cru de la toile. Elle ne sera pas peinte. Qu'est-ce que cette branche d'olivier? Elle aura une fleur. Donc là, ça sera des cœurs rouges, parce que là, ce que je mets, c'est des sous-couches, puis après, je les peins par-dessus. Et au centre, ce sera la terre. Une colombe qui tient une fleur représentant la terre et plein de cœurs, l'amour dans le monde. Et un peu son reflet, un peu plus loin. Mais voilà, amour et chocolat. Bravo. Merci à tous les trois. Et je crois que vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres, Alban, qui peignent encore. Ah oui, il y en a plein qui ne sont pas déplacés, qui font de très très belles choses. Et vous avez, je crois, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai compris que c'était quelqu'un d'important pour vous, Hervé, qui est votre animateur, l'animateur du GEM, qui peint aussi, c'est ça? Et qui est un bon prof de dessin, un bon conseiller, et voilà, c'est l'âme du groupe. Merci. Merci Nicolas, Alban et Cécile. Alors on arrive au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé, vous tous qui êtes ici, ceux qui ont pris la parole et puis ceux dont on n'a pas entendu les voix parce que vous étiez trop nombreux, mais vous avez tous contribué à faire de cette émission ce qu'elle a été. Merci spécialement aux amis du PA qui ont beaucoup travaillé pour nous aider à construire cette émission, avec Daniel Massiel que je remercie aussi. Et puis merci à Clément Liobet à la technique et à toute l'équipe de RCF Lyon qui nous a accueillis, alors en particulier Camille Vadon et puis Philippe Lansac, le directeur, mais vraiment toute l'équipe. Merci à tous. Florence, j'ai écrit un petit texte, mais assez concis. Fragile, vous avez dit fragile.
Tout le monde est fragile, mais chacun l'exprime à sa façon. Si l'hyperémotivité, l'hypersensibilité étaient à la fois des forces et des handicaps, si être réceptive, sensible au changement, au deuil réel ou symbolique étaient des failles, si pleurer devant les horreurs du monde c'était ça la maladie, si plutôt que des individus catalogués, étiquetés à vie, c'était la société qui incluait une part de mysticisme, d'idéalisme, de magie dans son fonctionnement, d'une société basée sur le pouvoir, l'argent et le sexe, à l'humain avec un grand H, il y a un fossé. N'est-ce pas ce fossé que cherchent à combler des fois les délires, les obsessions, les hallucinations? Une société plus humaine pourrait être un remède. Je fréquente souvent des fragiles, entre guillemets, et je rencontre beaucoup de richesses intérieures, de sourires, de sympathie. Vous avez aimé ce programme et vous pensez qu'il est indispensable de donner la parole aux plus fragiles? Aidez-nous à financer l'émission jusqu'à la fin de l'année. Rendez-vous sur producteurdejoie.rcf.fr.